Forum de Dakar. C'est à vous. Et nous recevons, cher Yves Diop, merci, M. Nicolas Esguin. Il est membre fondateur de Africa Innovation et Youssou Ndour en est le président fondateur. Bonsoir, M. Esguin. Bonsoir. Bonsoir, Souleymane. Bonsoir, Binta. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Souleymane. Je rappelle que vous êtes dans l'organisation du Forum de Dakar qui va s'ouvrir demain. Oui. D'abord, quel est l'objectif de cette rencontre de Dakar? L'objectif du Forum de Dakar d'Africa Innovation, c'est de créer à Dakar une plateforme stratégique de dialogue pour les institutions internationales, les grands bailleurs, les autorités sénégalaises, les représentants des institutions de l'Union européenne, le secteur privé, le secteur public, pour essayer de réfléchir et d'apporter des solutions aux grandes questions du moment, mais aussi du futur, comme c'est le cas pour cette édition, afin de voir comment on peut favoriser des partenariats pour apporter non seulement de l'espoir, mais des solutions durables dans un monde qui a bien besoin de plus de solidarité, plus de développement durable. Oui, justement, c'est la deuxième édition et le thème de cette année, c'est Vivre en ville en 2030, investir, innover et inclure. Pourquoi ce thème? Mais pourquoi le thème de la ville? Les villes, aujourd'hui, on le voit de manière accélérée depuis une quinzaine d'années, sont des pôles d'attraction très fortes de la population, sont des pôles de création d'emplois. C'est vrai ici au Sénégal, c'est vrai en Afrique, c'est vrai aussi en Europe. Il y a des problématiques qui sont communes à l'ensemble de la vie sur Terre. Les prévisions des Nations Unies estiment que plus de 70% de la population mondiale vivra en ville à l'horizon 2050. On voit bien les problèmes, les questions d'infrastructure que ça soulève, les questions de formation, les questions de fourniture, parce qu'il faut nourrir les villes. Et c'est un thème qui permettait aussi de rassembler, ce qui est très cher à Africa Innovation, des acteurs des deux continents et de se poser ensemble des questions communes et de voir quelles solutions innovantes peuvent être apportées par les Africains vers les Européens et par les Européens vers les Africains. Alors pourquoi innover, investir, inclure? Mais l'innovation est un besoin que la crise de la Covid a rendu évident de manière encore plus pressante qu'avant. On voit bien que ça a profondément transformé, probablement de manière durable, la manière dont les sociétés se sont organisées face à cette crise. Ça a révélé aussi beaucoup de besoins et ça a mis en avant beaucoup d'inégalités. Donc il est urgent de pouvoir innover grâce au digital dans tous les secteurs de la société pour améliorer la vie de nos concitoyens. Inclure, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique si on laisse des gens sur le côté. Je viens de le dire à l'instant, la crise de la Covid a révélé aussi dans nos pays, c'est pas le cas uniquement au Sénégal, mais ça l'est aussi évidemment de manière criante les inégalités, et probablement que la roue est en train de tourner, donc il faut vraiment essayer de développer l'activité économique dans un but inclusif. Et enfin, investir, parce qu'on le voit d'ailleurs, c'était déjà le cas avant le 2020, que le Sénégal a pris à bras-le-corps quand même des grands projets d'investissement. Et sur le thème de la ville, on peut citer évidemment la ville nouvelle de Diamniadio qui vise à désenclaver Dakar, mais aussi à créer là un pôle de développement économique assez spécifique. Donc ce sont toutes des questions qui sont sur la table et qui sont pertinentes, je pense, par rapport au thème et sur lesquelles vont se pencher. Nous avons vu dans le dossier que la ville belge de Charleroi sera à l'honneur. Pourquoi vous avez choisi Charleroi? Parce que Charleroi est la première métropole francophone de Belgique. Et c'est une ville qui a entamé un processus de résilience très actif depuis une quinzaine d'années. Charleroi, ça a été une ville qui a été connue à travers le monde au 19e siècle. Très puissante ville industrielle, une industrie minière, industrie verrière, industrie chimique. Et qui, ce sont des industries qui se sont progressivement éteintes, qui ont été délocalisées dans d'autres parties du monde. Ça a laissé beaucoup de stigmates au sein de la ville de Charleroi. Et depuis une quinzaine d'années, cette nouvelle dynamique de vouloir se tourner vers l'avenir,
de soutenir des activités économiques innovantes. Ils ont 4 axes. D'ailleurs, le maire de la ville expliquera cela demain, notamment sur les sciences du vivant. Ils visent aussi à rendre la ville plus agréable à vivre pour les habitants, mais de toutes conditions sociales. Donc ça ne peut pas être une ville réservée aux riches, mais ça ne peut pas être une ville où il n'y a que des situations problématiques ou misérables, sinon il n'y a pas de cohésion. Et donc on trouvait que c'était un bon dialogue à construire avec la ville de Dakar, qui est quand même la première grande métropole francophone de l'Afrique de l'Ouest, évidemment, et qui a des problématiques communes et qui, je pense, souhaite aussi se projeter dans un avenir créatif et innovant pour l'ensemble de sa population. Alors, pour la bonne compréhension de tous nos téléspectateurs, quand vous dites plus de 70%, chez nous, on dit plus de 70%. Oui, évidemment. Alors, oui, pour rester sur le thème, pourquoi l'horizon 2030 Qu'est-ce qui justifie le choix de cet horizon-là? On aurait pu prendre 2063, qui est l'agenda de l'Union africaine, mais 2030, c'est une date qui convient. C'est la date d'échéance des objectifs de développement durable, et c'est une date qui convient à la fois, qui est intégrée à la fois dans les agendas de l'Union européenne et aussi à la fois dans les agendas de l'Union africaine, comme étant le moment où on va faire un peu un état des lieux de ce qu'auront donné ce grand programme de développement durable. Et par ailleurs, cette thématique recoupe elle-même plusieurs objectifs de ces ODD. Donc c'était un peu une date consensuelle. C'est vrai que ça paraît rapproché, mais c'était aussi une manière de dire qu'il y a vraiment urgence à se préoccuper de ces questions, parce que 2050 ou 2063, c'est demain, même si 2030 est encore plus demain que ces deux autres échéances. Alors, l'investissement nécessaire dans nos villes, surtout maintenant, l'inclusion des exclus, et l'innovation, ce sont des objectifs qui peuvent paraître contradictoires, notamment dans nos contextes. Vous n'êtes pas sans savoir que les investissements en infrastructure dans nos villes sont des sujets à caution. Il y a eu beaucoup de controverses autour de la pertinence du coût de ces investissements. Comment tout ça peut être mis en cohérence dans le cadre de la discussion qu'il y aura, mais plus globalement? Oui, en fait, c'est les trois paramètres d'une équation qu'il faut pouvoir résoudre. Alors, à certains moments, on va peut-être un peu plus d'investissement, un peu moins d'innovation, un peu plus d'inclusion, mais si on ne poursuit pas ces 3 axes simultanément, je pense qu'on va rater l'objectif. Si je prends un exemple très concret, des grands travaux d'infrastructure nécessitent de permettre de créer des emplois peu qualifiés dans le secteur de la construction, mais nécessite aussi des emplois plus qualifiés, parce que ces infrastructures, il va falloir après les gérer. La technologie, elle est présente partout. Et enfin, si on n'investit pas dans ces infrastructures, par exemple, quel est le coût de ne pas investir dans ces infrastructures? Il y a des villes qui sont bloquées simplement parce qu'on ne fait pas de travaux pour faciliter la mobilité. Et donc, enclencher cette dynamique, c'est aussi se projeter dans les métiers de demain et la formation qu'il faut faire pour permettre à la population d'y accéder. Et donc, c'est contribuer à l'inclusion. Et par ailleurs, le développement économique, en visant, et vous le savez comme moi, c'est une urgence en Europe, mais c'est aussi encore plus vrai ici, c'est permettre à des personnes de se projeter dans l'avenir. Donc c'est les inclure, c'est les mettre dans le marché du travail, c'est leur permettre d'offrir un avenir un peu meilleur à leurs enfants, d'investir dans la formation de leurs enfants, etc. etc. Donc je pense qu'on ne peut pas envisager l'avenir sans ces trois oui, on sait que quand même la Covid-19 est venue chambouler tous les espoirs, toutes les projections. Comment passer par les villes pour des sociétés beaucoup plus résilientes et prospères? Comment passer par les villes pour des sociétés plus résilientes après la Covid? Oui. Mais les villes sont des centres aussi d'excellence où se trouvent généralement les complexes hospitaliers à la pointe. Oui. Est-ce que c'est pas un peu un facteur d'inégalité par rapport aux zones plus reculées, que ce ne soit que dans les villes? Donc il faut envisager aujourd'hui des manières agiles, comme on dit, mais le digital a montré peut-être un peu ses excès, mais aussi tout le potentiel de pouvoir offrir des services médicalisés de pointe dans des zones plus reculées ou plus lointaines des villes. Parce que
les villes ne pourront pas absorber non plus toutes les populations, et puis il faut surtout qu'elles puissent aussi développer leur hinterland en bonne harmonie. Il faut permettre que ces villes soient alimentées par l'extérieur, qu'elles aient des échanges avec leur campagne, sinon c'est un appauvrissement qui va se créer, dans lequel tout le monde finalement sera perdant. Avant d'aller un peu plus au fond du programme, peut-être un dernier mot sur le concept et sur le nécessaire équilibre, non seulement entre les différentes dimensions de la thématique, investir, innover et inclure, mais l'équilibre aussi entre les différents intervenants. Si je vous comprends bien, c'est une plateforme stratégique de collaboration, de coopération, d'échange entre différents acteurs venant d'Europe et d'Afrique, particulièrement du Sénégal et de la Belgique dans un premier temps. Alors, l'autre critique qui est faite par rapport aux investissements en infrastructure, c'est qu'il n'y a pas de contenu local. L'essentiel va aux entreprises du Nord. Est-ce que c'est une question qui sera discutée et quelle opportunité le forum offre-t-il pour justement amener plus d'équilibre dans cette relation? Mais en effet, c'est une question qui sera tout à fait discutée. C'est le Green Deal et puis le développement de l'économie circulaire avec le contenu local. Il y aura par exemple un projet qui sera mis en avant par Enabel sur l'agropôle centre, qui est très fortement soutenu par la Belgique notamment, et qui vise précisément à organiser tout un circuit de production, de transformation de produits agricoles qui ont vocation à d'abord créer de la chaîne de valeur pour les Sénégalais. La transformation doit pouvoir être revendue sur le marché sénégalais, et puis à l'exportation, ce qui est à mon avis un bon exemple de ce qui doit être fait à l'avenir. Alors on est une plateforme, donc nous on va essayer justement dans notre approche un peu pluridisciplinaire de mettre ensemble dans des panels des gens qui vont susciter la discussion, permettre la réflexion. Après, chacun doit jouer son rôle, et puis c'est aux acteurs ensuite à peut-être tirer parti de ce qui aurait été discuté pour peut-être réorienter ou questionner des projets qui sont en cours et qui pourraient peut-être bénéficier de nos réflexions pour prendre un nouveau cours. On a vu aussi que l'environnement sera au cœur de ce forum de Dakar. On a vu Youssou Ndour faire le plaidoyer des énergies propres. Qu'est-ce que vient faire l'environnement et les énergies propres dans ce panel, dans cette rencontre de Dakar? L'environnement est une question majeure qui concerne tous les êtres humains. On n'a qu'une planète, et puis on doit en prendre soin. Je vais peut-être dire une phrase un peu bateau, mais prendre soin de la planète, c'est prendre soin de nous-mêmes. Et on lui a fait trop de mal. Et c'est tellement vrai que la pollution tue, on l'oublie trop souvent. Alors ce sont parfois des questions qui passent au second plan par rapport à d'autres problèmes plus urgents, et on comprend évidemment ça. Mais on sait que la pollution de l'air est vecteur de maladies respiratoires, que de vivre dans un environnement insalubre facilite la propagation des maladies. On voit ici au Sénégal, et ce sera d'ailleurs abordé lors d'une session, que le plastique produit des déchets qui sont un véritable problème à l'échelle du pays, mais à l'échelle de l'humanité. Et donc, on ne peut pas rester sans rien faire, mais tout l'intérêt, je pense, de notre forum, c'est de voir comment, de ces problèmes, on peut en faire des opportunités, comment on peut transformer une situation parfois problématique en source de développement durable pour l'ensemble de la population. Il y a des projets qui seront présentés qui sont à cet égard absolument intéressants. Alors, outre les infrastructures, les transitions énergétiques et écologiques, quelles sont les autres thématiques qui seront discutées? Il y a la planification urbaine, évidemment. On parlera aussi de la Pépite Academy. Ça, c'est un projet qui nous tient assez fort à cœur, puisqu'on veut contribuer à mettre en avant, à booster en fait des entreprises sénégalaises qui sont déjà à maturité. Qu'est-ce que c'est précisément la Pépite? Ah oui, pardon. La Pépite Academy, c'est une sorte de compétition que l'on a lancée pour permettre à des entreprises sénégalaises qui sont déjà à maturité, je parle de PME, donc on a établi des critères, elles doivent avoir au moins 4 emplois déclarés, un seuil de chiffre d'affaires et puis une existence d'au moins 5 ans. Et on se dit qu'il faut pouvoir contribuer à booster ces sociétés pour leur permettre de passer au niveau supérieur, parce qu'elles créent déjà de l'emploi.
Mais parfois, elles sont confrontées à des problèmes d'accès au financement, elles sont confrontées à des problèmes de capacité de management. Et pour les aider à sortir un peu de ces difficultés, on a lancé cette Pépite Academy avec un jury composé de nos partenaires qui vont les shortlister les finalistes et qui leur remettront un prix lors de la cérémonie de clôture. Et ces prix, je suis très attaché à ça, à cette idée, ce n'est pas un prize money, donc ils ne vont pas recevoir de l'argent. Elles vont recevoir une formation management donnée par notre partenaire de l'école de commerce de Bordeaux, un cycle d'incubation ou encore un renforcement de capacité pour pouvoir rentrer des dossiers d'accès au financement. Et on verra les résultats que ça aura conduit l'année prochaine, mais ça, voilà, c'est une manière de contribuer justement au développement du contenu local. Lors de la première édition en 2019, c'était avec des startups. Tout à fait. Cette fois-ci, ce sont des entreprises arrivées à une certaine maturité. Pourquoi ce changement ? Alors on n'a pas abandonné l'idée du hackathon, mais on a un peu réfléchi sur notre projet pendant la Covid et on s'est dit qu'il manquait peut-être cet étage à la fusée. Et le hackathon, on envisage toujours de l'organiser, mais deuxième moitié de l'année pour que Africa Innovation soit présent avec des activités stratégiques, je dirais, et au printemps et à l'automne. Et le hackathon se plaçait d'après nous mieux à ce moment, puisqu'il y a au mois de décembre le grand salon de la digitalisation à Dakar, et ça permettra alors à nos vainqueurs du hackathon d'aller présenter leurs projets à des potentiels investisseurs. Alors Souleymane a parlé tantôt de la première édition qui s'est tenue en 2019. Il y a eu des résolutions, des recommandations. Que sont-elles devenues plutôt ? Qu'est-ce qui a été fait de ces recommandations ? Je dirais qu'on a un peu manqué de chance parce que la Covid est arrivée. Et donc vous savez, à l'issue d'un forum, il y a des partenariats qui se nouent, et puis il faut du temps pour que ces partenariats se matérialisent, se concrétisent. Certains ont été engagés et il est difficile de juger maintenant, après cette pandémie qui nous a frappé de plein fouet, de voir si ils vont se poursuivre. Mais par contre, la volonté était là. Ensuite, c'est l'affaire des partenaires de la remettre sur la table. Mais je prends un exemple très concret, justement sur le hackathon. Une des équipes gagnantes a travaillé certains d'eux ont travaillé sur le développement du site web d'Africa Innovation et ils ont gagné par la suite des contrats pour d'autres sociétés. Donc, voilà concrètement quelque chose dont on peut s'estimer, heureux que ça a pu connaître un dénouement aussi positif. Alors, ce n'est pas une manifestation grand public, populaire, etc. C'est réservé à une catégorie de participants. Qui sont ces participants et comment on y participe, même si c'est demain seulement l'ouverture ? Les participants sont des hommes d'affaires, belges ou sénégalais. Il y a demain la première activité du Forum de Dakar, la première activité publique, c'est quand même public, même si ce n'est pas grand public. C'est un B2B organisé par le commerce extérieur belge, avec plus d'une vingtaine d'entreprises belges qui seront présentes et qui a été ouverte à, je pense, plus de 200 entreprises sénégalaises. On en attend une bonne cinquantaine. Donc, ensuite, il y a des décideurs, bien entendu, les autorités ministérielles, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement, le ministère de l'Emploi. Il y a les organisations internationales, comme l'ONUDI, la Banque africaine de développement, la coopération belge. Toute une mixité de personnes et d'acteurs qui sont déjà actifs dans toutes ces questions et qui trouvent là une plateforme, je dirais, pour aborder de manière transversale des projets communs. Les perspectives, en termes d'agrandissement, d'élargissement, on peut sortir du duo Sénégal-Belgique, en faire un événement vraiment international. À quand et quelle est la feuille de route que vous êtes tracée pour l'avenir de cette rencontre ? Mais je crois que l'internationalisation du forum est déjà en marche. Quand on compare par rapport à l'édition 2019, on a quand même les grands bailleurs qui sont présents. On a la Banque africaine de développement, on a l'Union européenne. L'audience s'internationalise. Cette année-ci, on profite justement du digital pour
rendre accessibles les débats de manière virtuelle. Et puis, on n'est qu'à la 2e édition. Donc, je pense qu'on a travaillé toujours sur le contenu, parce qu'on est convaincu que c'est la première chose qui est signifiante, et puis sur la logistique de l'organisation, pour bien asseoir notre forum sur ses fondamentaux. Et puis, donc c'est l'année de la confirmation pour nous, et puis on espère bien entendu pouvoir exporter notre savoir-faire et notre approche dans des pays de la zone Afrique de l'Ouest. Ici on aime tellement parler d'argent, de coûts, combien ça va coûter ce forum de Dakar? Le coût de l'organisation. Oui. Le coût de l'organisation du forum de Dakar est aussi entre 150 000 et 200 000 euros, le coût global. C'est-à-dire, Souleymane, 150 000 Alors euros. en CFA, j'ai du mal à faire le calcul dans l'autre sens. Ah, moi aussi. on va prendre le calcul tout à l'heure. Oui, juste un dernier point. Vous évoquiez tout à l'heure les opportunités offertes aux entreprises et aux produits et services belges, européens, etc. Qu'est-ce que gagnent les entreprises sénégalaises dans l'affaire, notamment dans les relations B2B qui vont être établies? Est-ce que vous avez une idée à peu près de ce que, dans l'autre sens, il y aura comme opportunité? Moi, je pense que le partenariat bien compris, il est réciproque. Et donc, c'est vrai qu'il y a des entreprises belges et européennes qui viennent investir ici, elles ont des sous, mais elles ne connaissent pas le pays nécessairement. Elles ne connaissent pas non plus la mentalité, elles ont besoin de partenaires de confiance. Donc c'est déjà énorme pour leur permettre de développer leur activité ici au Sénégal. Et puis, il y a ici au Sénégal un savoir-faire des produits, savoir-faire humain, technique, matériel, des produits et des services qui sont utiles et nécessaires, même à nos entreprises et à nos besoins d'Européens. Donc je suis pas angélique. Je sais que la réalité est souvent plus complexe que ce que je l'exprime. Mais on pourrait se demander alors pourquoi les gens viennent ici si ce n'est pour en retirer un avantage réciproque. Alors, petit calcul mental entre 90 millions et 130 millions de francs CFA. 150 000 à 200 000 euros. Ouais. Merci Souleymane. Et votre dernier mot, ce sera quoi, M. Esguen? Mon dernier mot? Écoutez, j'invite tous les personnes intéressées qui souhaiteraient assister à nos débats, à nous rejoindre. Ce sera au Musée des Civilisations. C'est le Musée des Civilisations. Voilà, la cérémonie de lancement a lieu demain. Et ce sera en direct sur la TFM. Voilà. À partir de 17h, la cérémonie officielle? La cérémonie officielle à partir de 18h. C'est cela. Et sur les autres plateformes du groupe, nous aurons soit des synthèses, des discussions ou des diffusions en direct de séances particulières. En tout cas, il y a une couverture spéciale sur l'ensemble des plateformes du groupe GFM. Je profite pour le remercier de sa confiance, et c'est un partenariat qui nous ravit. Et je pense que c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée, comme nous souhaitons le faire d'ailleurs dans les activités que nous lançons. Donc rendez-vous sur igfm.sn, à la télé, bien naturellement, à la radio et à l'Observateur. Très bien. Souleymane, merci. Monsieur Esguen, merci beaucoup. Merci à vous. Et à demain, Inch'Allah, sur toutes les plateformes du groupe Futur Média, comme l'a si bien dit Souleymane Niang. Bien le bonsoir.